je vais me concentrer sciemment sur le risque cardiovasculaire chez le diabétique, parce qu'on est dans un congrès de diabétologie. Deux questions. Comment évaluer le risque cardiovasculaire chez le diabétique? Et une fois ce risque évalué, d'abord, après, comment on doit gérer ce risque cardiovasculaire? D'abord, l'évaluation du risque cardiovasculaire chez le diabétique a deux intérêts. Essayer de réduire les événements cardiovasculaires et de sensibiliser le patient. Une fois ce risque connu, on va en parler au patient pour le sensibiliser afin qu'il adhère à notre stratégie thérapeutique. Bon, on va parler essentiellement du risque cardiovasculaire, mais les pathologies cardiovasculaires qui touchent le diabétique vont au-delà du risque cardiovasculaire. Parce que quand on parle du risque cardiovasculaire, si vous voulez, tous les scores parlent des maladies athérothrombotiques, c'est-à-dire infarctus, mortalité cardiovasculaire qui est souvent liée à un infarctus ou à un AVC, et les AVC. Bon, les autres affections, on en parle peu, notamment l'insuffisance cardiaque. On sait très bien que les diabétiques sont sujets à faire des insuffisances cardiaques en dehors d'une coronaropathie. La fibrillation atriale, qui est très fréquente chez les diabétiques et qui est pourvoyeuse d'une morbimortalité très importante chez le diabétique. Donc, on va parler surtout du risque cardiovasculaire, parce qu'on ne peut pas aborder tout, mais sachez que ce risque cardiovasculaire, souvent, ne parle pas de ces autres affections. Alors, quand on voit cette slide, on comprend vite que, globalement, le diabétique a un risque cardiovasculaire plus élevé qu'un patient non diabétique, et cela en ajustant les autres facteurs de risque. Mais tous les diabétiques ne sont pas égaux. Donc il y a un diabétique qui est à très haut risque cardiovasculaire, à haut risque cardiovasculaire, rarement à risque cardiovasculaire modéré. Donc voici notre socle de classification du risque cardiovasculaire chez le diabétique, et cela c'est les recommandations de 2021 sur le risque cardiovasculaire. Donc le plus souvent, le diabétique, il est à haut risque ou à très haut risque. Donc, les patients qui sont à risque modéré, c'est les patients qui ont un diabète sans autres facteurs de risque cardiovasculaire et un diabète équilibré de moins de 10 ans, ce qui est relativement rare. Alors, vous voyez, pour arriver à classer notre patient dans une de ces cases, il faudrait d'abord rechercher les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Parce que si vous avez un patient qui a un diabète depuis 4 ans, vous ne pouvez pas dire qu'il est à risque modéré si vous n'excluez pas l'association d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Pardon. Alors, juste vous rappeler que c'est, je me répète, ces classifications de risque tiennent en compte surtout les pathologies athérothrombotiques et ne tiennent pas en compte le risque d'autres affections cardiovasculaires. Donc, rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension artérielle, ça c'est une étude algérienne, les différentes études algériennes qui montrent que plus de 70% des diabétiques sont hypertendus. Maintenant, comment? On sait que l'association diabète-hypertension augmente le risque cardiovasculaire. Ça, c'est une évidence qui est déjà démontrée sur plusieurs études. Alors, comment rechercher une hypertension artérielle? Bien sûr, par l'examen au cabinet, mais pas que, parce que les diabétiques ont souvent une HTA masquée, dans 30% des cas, donc intérêt de l'automesure ou de la MAPA,
et aussi ils ont une HTA nocturne fréquente. Donc, intérêt particulier de la MAPA chez le patient diabétique pour traquer l'hypertension artérielle qui augmente le risque cardiovasculaire. Alors, est-ce qu'il faut faire un électrocardiogramme systématiquement chez le diabétique? Je pense que vu le coût de l'électrocardiogramme, il faut faire un électrocardiogramme au moins une fois par an chez le diabétique. Alors, qu'est-ce que ça permet de voir? Ça permet parfois de déceler des infarctus silencieux, donc ce qui va faire grimper le patient en termes de risque cardiovasculaire. C'est 4%, mais 4%, ce n'est pas rien. Ça peut montrer des signes, un allongement du QT, par exemple, surtout chez les diabétiques de type 1, qui augmente le risque d'arythmie, de troubles du rythme et de mort subite. Et aussi, l'allongement du QT peut être un signe d'ischémie silencieuse. Alors, est-ce que vous recevez un patient, est-ce qu'il faudrait faire d'autres examens paracliniques pour évaluer son risque? Ça dépend du risque. Si c'est un patient, par exemple, qui est d'emblée à très haut risque cardiovasculaire, ça ne sert à rien, parce qu'on sait qu'il est déjà à très haut risque cardiovasculaire. Lui faire un Doppler, ça ne va rien apporter de plus. Ce genre d'imagerie est utile pour raffiner le risque chez le patient qui est plutôt modéré ou à risque élevé, pour grimper en termes de stratification de risque. Donc, chez le patient qui est déjà à très haut risque cardiovasculaire, ça ne sert à rien. On sait qu'il est à très haut risque cardiovasculaire. Voir s'il y a une plaque carotidienne ou pas, ça ne va pas apporter grand-chose à notre stratégie thérapeutique. Mais s'il est à risque modéré ou élevé, c'est intéressant de proposer soit un Doppler des TSA, soit un Doppler des membres inférieurs. Et l'existence de plaques, ça fait augmenter le risque de notre patient. Alors, la fameuse question, est-ce qu'il faut rechercher une coronaropathie? Est-ce qu'il faut rechercher une ischémie silencieuse chez les diabétiques? Donc c'est une question très débattue. Regardez cette méta-analyse avec les différentes études. La plupart des études, bon, déjà c'est des études qui sont un petit peu hétérogènes en termes d'examens qui ont été utilisés pour rechercher une ischémie silencieuse ou une coronaropathie, parce qu'il y a des études où ils ont utilisé le scanner. Donc on cherche la sténose coronaire et pas l'ischémie. Il y a des études qui ont utilisé la scintigraphie, l'épreuve d'effort, donc c'est un petit peu hétérogène. La prise en charge, après, quand ils ont trouvé des sténoses coronaires ou une ischémie silencieuse, n'est pas homogène. Il y en a où ils ont traité, il y en a où ils ont juste surveillé et augmenté le traitement médical. Donc, en termes de prise en charge, c'est très hétérogène. Et vous voyez que la plupart, mis à part la première, la plupart des études n'ont pas montré de bénéfices en termes d'événements cardiovasculaires quand on cherche systématiquement une ischémie silencieuse ou une sténose coronaire. Donc voici le résultat, mais le résultat global de cette méta-analyse montre qu'il y a un bénéfice. Donc, pris séparément, toutes les études, sauf la première, vous voyez, elles croisent la barre, donc il n'y a pas de différence significative. Et si vous voyez bien que la première étude, il y a peu d'effectifs, donc globalement, sur les études randomisées, il n'y a pas d'intérêt. Sur la méta-analyse, ça sort favorable, d'où cette indication, cette recommandation qui est de classe 2B, ça veut dire que peut être considéré chez les patients à très haut risque cardiovasculaire de faire une exploration, rechercher l'ischémie silencieuse ou une sténose coronarienne, mais c'est une recommandation de faible puissance, 2B. Alors, revenons à notre socle qui est la stratification avec ces trois classes. Donc, une fois notre patient est classé dans une de ces
trois situations, au risque modéré, au très haut risque, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Alors vous voyez, ça c'est les recommandations européennes de 2021 chez le diabétique. Bien sûr, l'équilibre du diabète pour tout le monde et l'arrêt du tabac et l'hygiène de vie pour tout le monde, ça c'est clair. Après, on regarde s'il y a déjà une maladie cardiovasculaire qui est là, donc patient à très haut risque, ou bien atteinte des organes cibles, donc patient très haut risque cardiovasculaire. À ce moment-là, on va mettre en place un traitement pour maintenir une tension artérielle entre 130 et 140. Si le patient a une maladie cardiovasculaire, on met un traitement antithrombotique. On a en premier lieu une cible de LDL cholestérol à 0,70 par rapport aux recommandations, les recommandations précédentes. On parlait d'emblée, on voulait atteindre un LDL cholestérol cible à 0,55, mais dans ces recommandations, ils ont essayé de faire deux étapes. Une première étape avec des objectifs un petit peu modérés, on va dire, et en cas où ça ne marche pas, on va voir comment on fait, on passe à implémenter le traitement. Donc si le patient, on peut mettre en place à ce stade-là des inhibiteurs SGLT2 et GLP1 et les GLP1. Pour les patients qui sont à très haut risque mais qui ont une maladie, enfin une atteinte des organes cibles, c'est-à-dire une atteinte rénale ou bien 3 atteintes microvasculaires, là, l'indication des nouvelles thérapeutiques sont de classe 2B, c'est-à-dire un petit peu basse. Si vous avez un patient qui n'est pas à très haut risque, donc il est à haut risque, pareil, un objectif de tension artérielle entre 130 et 140 et un LDL cholestérol inférieur à 1. Pour les patients à risque modéré, on n'est pas très exigeant en termes de LDL cholestérol et en termes de pression artérielle. Alors, une fois ces thérapeutiques mises en place, on réévalue le patient quelques mois après. Et comment on le réévalue? En fait, on le réévalue par le risque cardiovasculaire, comme disait le professeur Boros tout à l'heure, résiduel, si vous voulez, qui nous donne le risque cardiovasculaire à 10 ans, ou bien qu'on peut exprimer avec le risque lifelong, c'est-à-dire durant toute la vie, quelles sont les chances qu'il va avoir un événement cardiovasculaire durant sa vie, ou bien, et aussi par les comorbidités et les préférences, bien sûr, du patient. Alors, comment on calcule ce risque résiduel? Vous avez plusieurs scores. Pour le diabétique, vous avez le DIAL et vous avez l'ADVANCE. Donc, vous pouvez les trouver sur soit des applications ou bien carrément sur le PC, sur UPrevent. Donc, ça, c'est un exemple d'un patient. Vous avez les données que j'ai remplies en haut. Il vous donne en bas le risque cardiovasculaire à 10 ans d'un événement cardiovasculaire, un AVC, un infarctus myocarde, une mortalité cardiovasculaire. Chez ce patient-là, par exemple, son risque cardiovasculaire résiduel, il est de 25%, ce qui est énorme. Donc, à partir de 10%, c'est un très haut risque. Donc, on reste dans le très haut risque chez ce patient. Donc, il faut implémenter le traitement encore, aller encore un peu plus loin. Donc, ça, c'est le DIAL modèle. Le DIAL modèle vous donne plusieurs paramètres. Le risque à 10 ans, comme vous voyez. Il vous donne aussi la probabilité d'avoir un événement cardiovasculaire
c'est-à-dire 50%, quand est-ce que, dans combien de temps on va avoir 50% d'événements cardiovasculaires. Chez ce patient, par exemple, le risque à 10 ans est de 54%. Et puis après, il faut rechercher les comorbidités qui augmenteraient le risque cardiovasculaire. Alors, ces comorbidités, c'est l'obésité, le stress, la présence d'une bronchopneumopathie chronique obstructive ou bien une maladie inflammatoire. Au terme de tout ça, on va décider si on va implémenter encore le traitement, l'augmenter ou en rester là. Donc si vous avez un risque résiduel élevé, on peut avoir une cible thérapeutique de LDL chez le très haut risque, moins de 55 mg par décilitre. Je pense qu'il faudrait et une pression conclure. artérielle. Je vais conclure, je ne vais pas attendre. Et une pression artérielle inférieure à 130 et rajouter les nouvelles thérapeutiques. Donc, voici les recommandations sur les nouvelles thérapeutiques. Juste, ce qui est intéressant, c'est que ces nouvelles thérapeutiques, on peut les donner même chez le patient qui n'est pas encore atteint d'une maladie cardiovasculaire ou rénale. Donc, vous voyez une recommandation classe 2A. Un petit point sur l'obésité. On peut envisager une chirurgie bariatrique pour réduire le risque cardiovasculaire en cas d'obésité, en cas d'échec des mesures non invasives. Place des antiagrégants, peu de place chez le patient en prévention primaire. Le bénéfice-risque n'est pas en faveur. Et je conclus en disant que la stratification du risque cardiovasculaire chez le diabétique doit être systématique. Une approche globale en utilisant les scores de risque et les modificateurs de risque. Et enfin, l'intervention thérapeutique step by step pour l'évaluation du traitement et son efficacité. Je vous remercie. Merci beaucoup.